Bon. Les liens pour les vidéos sont dans la description, j'ai mis une version gratuite accessible à tout le monde sur Patreon parce que ça me fait chier, voilà, donc vous avez les liens, et si vous voulez le détail, bah c'est juste maintenant. Bon alors remise en contexte, j'ai voulu sortir une vidéo sur Kamen Rider, blablabla, bon bah vous avez cliqué dessus, sauf que, lorsque c'était pas celle-là en fait, quand je l'ai mise en ligne, j'ai eu une réclamation pour atteinte au droit d'auteur. La vidéo était encore disponible, sauf au Japon, mais déjà, elle était plus monétisable, tous les revenus revenaient à la Toei, et surtout, ça m'emmerde parce que moi, bah, je fais de la critique. Et la critique, selon l'article 122... Non, attends, c'est quoi? C'est L122.5, c'est ça? Ouais, du Code de la propriété intellectuelle. Et ben, j'ai le droit de faire ça. Mais au Japon, bah, je sais pas si cet article existe. Et bah, du coup, ça a créé un petit conflit. Donc, bah, j'ai évidemment brandi une contestation. Que la Toei, en moins de 24 heures, a rejeté, comme ça. Elle a fait nope, je confirme que je réclame mes droits. Et en plus, je supprime tes vidéos. Donc, les 2 vidéos sur Kamen Rider. Bon. Alors là, j'ai le choix. Je fais appel, ce qui me risque de me faire striker ma vidéo si jamais je perds. Ou alors, juste, je vais l'uploader ailleurs. Je ne gagne pas d'argent dessus, mais vous y aurez accès. Et surtout, la Toei ne gagnera pas d'argent dessus non plus. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, à la limite, il m'avait juste dit non, on maintient qu'on réclame les droits, mais on laisse ta vidéo comme ça, on aura juste la thune dessus. J'aurais dit ok, enfin c'est pas grave, d'accord. De toute façon, moi ça me faisait plaisir de parler de Kamen Rider, mais visiblement, eux, ça leur fait pas plaisir qu'on leur fasse de la pub, donc bah, ils peuvent aller se faire foutre, et moi je vais mettre tout ça sur Patreon gratuitement. Là, vous pouvez cliquer dans un lien dans la description qui mettra, qui vous guidera directement vers les vidéos. Je gagnerai rien dessus, alors que j'ai mis quasiment 2 mois à la faire en bossant dessus quotidiennement, donc ça m'emmerde un petit peu. À la limite, si au moins vous vous sentez de la partager, je vous oblige à rien évidemment, mais si vous voulez la partager ou quoi, déjà que je pense qu'elle va faire des scores catastrophiques à l'origine. Là, le fait que ce soit même pas la vidéo que vous regardez, qu'il faut regarder et qu'il faut cliquer dans un lien dans la description pour aller la voir, je pense que ça va ramener encore moins de monde. Donc, si vraiment vous voulez faire des retours et partager la vidéo, là, je vous le demande plus que jamais parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez pensé de ce format et du double format d'ailleurs, format court et format long, enfin version longue et version courte. Est-ce que ça vous intéresse que je continue là-dessus? C'est un tournant assez crucial sur la chaîne évidemment en ce moment et bah du coup j'ai pas trop besoin qu'il m'arrive ce genre de merde. Donc voilà, si je peux au moins avoir des retours, un maximum de retours, si vous voulez le faire bien sûr, encore une fois je vais pas vous forcer, je vais pas vous en vouloir si vous ne le faites pas, hein. De toute façon je ne vous connais pas donc foncièrement je peux pas vous en vouloir personnellement. Mais voilà, ça me fait bien chier, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, même si c'est pas par YouTube. Genre, si vous pouvez la télécharger ou je sais pas quoi, je sais pas si on peut faire ça depuis Patreon, mais si vous pouvez, vous le faites, vous l'envoyez à des amis ou quoi, je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Voilà, je l'ai publiée, maintenant elle est à vous. Aïe. Enfin, tant que vous la republiez pas pour vous refaire de la thune dessus, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant elle est à vous. Voilà, je ne parle pas plus et je vous laisse avec la version audio, ça n'a aucun intérêt, mais au moins voilà, ça fait genre, c'est la même durée que la vidéo d'origine. Bon. Bah bonne vidéo quand même si vous avez le courage de cliquer sur un lien. Salut. Fidèle à moi-même, j'aimerais aujourd'hui m'atteler à une licence, oula, au moins millénaire, en me promettant de rattraper là où ça en est à ce jour, mais en partant du début. Et si en plus c'est une licence qui n'intéresse pas grand monde, et certainement pas une communauté rassemblée autour du jeu vidéo, je remplis un bingo et j'ai droit à une gommette, à défaut d'avoir de la visibilité. Kamen Rider, il y a peu de chances que ça vous dise quelque chose, et à ceux à qui ça parle, il y a encore moins de chances pour que vous ayez vu un bout de la série, et à ceux pour qui c'est le cas, promis, après je commence la critique, il y a genre 0,8, 15, 14, 7, 15% de chances que vous ayez vu la série de 1971 et les 2 films qui lui sont rattachés. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh ben, coucou moi-même. Je vous le dis d'emblée, dans cette version longue, je vais partir sur une critique linéaire, parce qu'il y a beaucoup trop de points sur lesquels je veux revenir qui sont tous indépendants les uns des autres, à un degré où il ne s'agirait que d'un immense bordel si je voulais balancer pêle-mêle. Et en plus, ce sera probablement très très long, donc j'ai décidé de prendre juste le premier arc de cette première série, qui en compte 4. Vous verrez à quoi chacune correspond en temps et en heure. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas le temps, et qui pourront, le plus simplement du monde, seulement visionner la version courte. Vous louperez le détail, mais vous aurez mon avis un tant soit peu argumenté. Mais je parle trop, épisode 1. Comme ça j'ai le temps du générique pour vous expliquer que la série s'est lancée en même temps qu'un manga du même nom, qui s'est achevé beaucoup plus vite, que le personnage est l'œuvre de Shotaro Ishinomori, le type derrière Cyborg 009, un manga Zelda, et aussi un petit truc pas très connu, Super Sentai, voilà. Vous savez, le truc que Saban a racheté et remonté pour faire Power Rangers. Niveau influence, on est pas mal. Kamen Rider devait originellement être une adaptation du manga Skullman, toujours d'Ishinomori, mais le design de ce dernier fut jugé trop violent pour la Toei, une des grosses boîtes de production du Japon, qui finit par demander un tout nouveau personnage. Et un thème qui défonce pour le générique aussi, visiblement. C'est ce que vous entendez présentement en fond,
Et au-delà de m'avoir accompagné 80 épisodes durant, bah je l'écoute encore pour le plaisir en fait. L'entrée de tous les instruments en même temps, ce qu'on appelle un tutti, dès la première seconde, les cuivres hyper enjoués qui répondent du tac au tac à chaque pause du chanteur, le synthé, les cordes qui tiennent l'accompagnement dans une rythmique un peu mariachi, le question-réponse avec le chœur qui crie lors du rider jump, rider kick, ça a un tonus fou, c'est hyper entêtant, et c'est un début de série absolument mémorable. J'aime beaucoup les cartons-titres de cette série, tant pour leur arrière-plan que pour leur police d'écriture. Vous noterez que le titre anglais a été intégré, à l'image de tous les sous-titres, par Xig Fansubs, qui ont fait un excellent et monstrueux travail sur les 98 épisodes. Lui, c'est Takeshi Hongo, et ça, c'est le montage pour illustrer la vitesse. Peut-être un moyen de vous avertir que les 41h07 de programme que vous vous apprêtez à visionner font généralement très amatrices, bas budget dans la mise en scène ou le montage, et ce dans les années 70. Takeshi Hongo, disions-nous. Biochimiste mais avant tout fan de motocross. Et lui, c'est Tachibana, son entraîneur, son mentor, mais avant tout son ami, bien sûr. Et déjà, pour moi qui n'y connaissais pas grand-chose en tokusatsu autre que Power Rangers, ça fait plaisir de voir des trentenaires, voire quarantenaires dans les rôles principaux. Takeshi s'entraîne pour le Grand Prix, jusqu'à ce que d'étranges motards le prennent en chasse. Pour les éviter, il s'envole. Il n'a pas encore de pouvoir, je précise, et atterrit 2 mètres à côté de la route, ce qui suffit à ce que ses poursuivants se disent qu'ils ont été semés avant de partir. C'est au tour de Takeshi de les filer dans la brume, mais il se fait malheureusement prendre au piège et perd connaissance. Arrête de nettoyer cette caméra! Putain, l'épisode a commencé depuis 4 minutes, vous pouvez vous calmer sur les screamers? Les ravisseurs de Hongo Takeshi font partie de l'organisation secrète Neozani Shocker. Oui, j'anticipe le bot YouTube. Mais ils font des saluts et tout, ils ont une croix qui y fait penser, y a pas trop de doute. Le but de Shocker, on l'apprend grâce à un exposé qu'ils ont gentiment préparé, est de conquérir le monde, of course, en transformant des humains qu'ils capturent en cyborgs surpuissants et dévoués à cette cause. Takeshi étant intelligent, fort et surtout très beau, il devint une cible de choix. Ne reste qu'à modeler son cerveau, puisque tout son corps a déjà été cybernisé et est alimenté par une petite éolienne sur sa ceinture. Et pour lui prouver, les scientifiques de Shocker l'éblouissent. Oui, bon, je sais que c'est compliqué de représenter une électrocution à 500 000 volts en 71. Bon, par contre, l'alimenter, après lui avoir dit qu'il était surpuissant, et vous le torturez avec un tel voltage, vous avez pas peur que ça fasse péter le générateur? C'est exactement ce qui se passe! Oui, laissez le prisonnier tout seul, histoire d'être sûr qu'il s'échappe. Les chaînes qui l'entravent ne sont même pas assez résistantes. Shocker ne connaissent pas la puissance de leur propre cyborg? Ah ça alors, Midorikawa? Je serais tellement heureux de voir que tu es en vie si je savais qui tu étais. Tous les deux s'enfuient par le plafond en papier bulle alors que les méchants très cons se rendent compte qu'ils ont été très cons. Ah vous êtes cachés là? D'accord. Oh non, une toile d'araignée en métal qui fait choir Takeshi. Midorikawa se retrouve entre les pattes du terrible Spider-Man. Il est derrière les sbires. Poussez-vous, putain, il est en train de faire de l'exposition. Maintenant, on sait que le pauvre homme a une fille, Ruriko, et que Spider-Man veut tuer les deux. Mais Takeshi l'interrompt. Il a désormais un masque de sauterelle et une magnifique écharpe. Il est devenu Kamen Rider. Baston, mais il saute hors du cadre. Et dans cette série, si la caméra ne te voit pas, les personnages ne te voient pas. Voilà. Ailleurs, celle que l'on devine être Ruriko, la fille de Midorikawa, sort de cours et... Qu'est-ce que je viens de dire? Comment elle a pu ne pas voir son amie? Je veux dire, même si elle était cachée derrière la cabine téléphonique, c'est une cabine téléphonique! On la voit à travers les vitres! Voilà 3 jours que Ruriko est sur les nerfs, avec cette constante impression d'être observée. Et à juste titre, puisqu'on l'espionne en ce moment même. Oh, le sbire a un dessin d'araignée sur son talkie-walkie. Des hommes surgissent de nulle part, littéralement, ils n'étaient pas là sur le plan d'avant, prenant en étau Ruriko et son ami, mais ces dernières sont sauvées par Tachibana qui passait par là, et comment tu es passé en voiture sans écraser les agresseurs ni même les voir? Parce qu'ils ont disparu. Non mais c'est après qu'il est passé qu'ils ont disparu, sinon Ruriko et sa pote auraient pu se barrer. Mais Tachibana aurait pas pu passer s'il y avait des gens. Mais... Oui, Néo, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Eh on est d'accord alors, pourquoi tu râles? Mais parce qu'il pouvait pas passer. Mais s'il pouvait, sinon il l'aurait pas fait. Tu regardes l'épisode au moins? Non mais c'est pas comme ça en vrai, tu disparais pas en sortant du cadre de la caméra. Tiens, à qui je parlais moi déjà? Bon, qu'importe. N'empêche quel hasard que Tachibana lui tombe dessus. Il voulait justement lui dire qu'on avait visiblement retrouvé son père, et lui donne donc l'adresse. Ils descendent au diner de Tachibana, le Amigo, mais les y attendent des étudiants en art prêts à en découdre. Ah non, pardon, ce sont des sbires de Shocker, tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, derrière?
Et tu crois qu'on ne voit pas? Sauf que, ce n'était pas Ruriko, mais son ami, qui a servi d'appât pour Shocker. Ruriko est dans la voiture de Tachibana, en route vers là où se trouve son père, sans savoir qu'une énorme araignée en plastoc qui clignote se trouve sur sa vitre arrière. Non mais c'est vrai que c'est dur de la voir dans le rétroviseur, elle est vachement discrète. Dans un entrepôt, à quelques kilomètres de là, attendent Takeshi et Midorikawa à l'abri de Shocker. Ce dernier a eu une terrible révélation à faire. C'est lui qui a recommandé Hongo Takeshi à Shocker en tant que nouveau cyborg. Et justement, Spider-Man les a retrouvés. Il entrave Midorikawa de son coton et son film alimentaire, de sa toile bien sûr, et Takeshi n'a même pas le temps de l'en dépêtrer que l'homme araignée l'achève, et que le père de Ruriko se liquéfie et disparaît, alors que celle-ci débarque tout juste, voyant son paternel mourir sous ses yeux. Confuse, elle prend Hongo pour son meurtrier, et fuit la scène de crime. Mais Spider-Man profite de l'instant pour la capturer et fuir sur le toit d'un camion que Takeshi, transformé en Kamen Rider, prend en chasse. Attendez, comment il l'a dépassé pour pouvoir l'attendre? Me dites pas qu'il a coupé à travers champs, on est dans une putain de route de montagne. Spider-Man, par la magie du montage, ramène ses L3 arts plastiques qui décident de sauter par-dessus la caméra, puis de donner le tournis à Kamen Rider. Je sais pas. Je vois pas l'intérêt de lui tourner autour comme ça. Et au moins, les cascades sont convaincantes. Et même si des fois, on voit que les coups ne sont pas absolument portés, ça reste plaisant, notamment parce que c'est tout à fait lisible, entre deux cuts douteux. Wow, c'est quoi cette façon d'escalader? Non mais attends, s'il jump cut comme ça, il devrait plutôt faire des podcasts sur l'école. Surtout si c'est pour que Kamen Rider le rattrape en un saut. Ah, là t'as perdu ta cape. Et là t'es mort, mais j'ai pas compris en quoi ce coup était plus puissant que les autres, alors on va juste dire que d'accord. C'est la fin pour Spider-Man qui se liquéfie comme chacune de ses victimes. Tachibana arrive à la rescousse, et lui et Takeshi ramènent Ruriko, inconsciente, chez elle. Sacrée journée de merde pour Takeshi qui se fait capturer, transformé en cyborg, voit un ami se faire tuer et est accusé de son meurtre. Pourtant ce n'est que le début, et la charge qui pèse désormais sur ses épaules n'est pas prête de s'alléger. C'est la fin du premier épisode. Mine de rien, le ton de l'épisode n'est vraiment pas joyeux, et pour une série qui s'adresse quand même aux plus jeunes, c'est assez surprenant. C'est coloré, un peu cheap, et on sent que la série se cherche un peu, en plus de devoir prendre la moitié de l'épisode pour créer le Kamen Rider, mais on souligne quand même que l'ambiance est tout sauf joyeuse. Tous les personnages mis en avant dans cet épisode voient leur vie changer ou s'achever de façon tragique. Pour un générique d'introduction et un autre de fin aussi enthousiaste, c'est intéressant de trouver ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire un emballage acidulé, mais qui renferme un bonbon plutôt amer. On reviendra sur comment se place le premier arc à ce propos en conclusion. Épisode 2, une certaine Miho rentre chez elle, de nuit, et ne semble pas particulièrement paniquée par le rire étrange qu'elle entend près d'elle. La deuxième fois non plus. C'est à la troisième qu'elle se dit qu'elle va peut-être courir se réfugier chez elle. Ce qui ne sert à rien, puisque le nouveau cyborg de Shocker a déjà investi les lieux. Batman. On dirait un sanglier! Et il la mord pour boire son sang. Parce que c'est une Desmodontinae? Pendant ce temps, Hongo Takeshi gagne une course de motocross, mais se fait attaquer par la femme de l'intro. Batman l'a transformée en suceuse de sang. Mais ce sont les vampires qui font ça. Les chauves-souris ne transforment pas les humains qu'elles mordent en chauves-souris. Et ni en vampires. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est un cyborg de Shocker. Et alors? Eh bah tu peux pas dire du coup. Tu t'es déjà fait mordre par un cyborg de Shocker, toi? Oui. Ah bah c'est sûr que si tu réponds des trucs juste pour m'emmerder. Allez, dégage. En plus, elle échoue. L'enquête que mène Takeshi le conduit à l'immeuble de la victime, naturellement. Et c'est une bonne pioche puisque c'est cet immeuble que Batman semble avoir pris comme cible pour ses expériences. Et s'il parvient à sauver une des potentielles victimes, c'est déjà le bâtiment tout entier qui est contaminé. Arrêtez les gros plans sur le visage de Batman, ça lui fait vraiment pas honneur. Et si je dis contaminé, c'est parce qu'il s'agit bien d'un virus que le cyborg de Shocker inocule par croquage. Merci Batman, et bonne fuite. Maintenant qu'on sait la racine du problème, on va pouvoir y remédier. Dans le premier épisode, Spider-Man est mort à cause de Kamen Rider qui est une création de Shocker. Et dans celui-ci, Batman révèle des plans secrets à l'ennemi. Jusque-là, les seuls qui mettent vraiment des bâtons dans les roues de Shocker, c'est Shocker. Quoi qu'il en soit, Hongo est pris au piège. S'il attaque les infectés, qui ne sont que des victimes, il les tuera sans doute. Mais s'il ne peut pas non plus se laisser mordre. Si seulement il y avait une fenêtre ouverte derrière lui. Merci. Comment ça, where did he go? Il a sauté par-dessus le balcon, il s'est pas téléporté, il est sur le parking. Où veux-tu qu'il soit? Surtout qu'il se transforme pendant sa chute, saute quand il a atterri, et se retrouve sur le toit de l'immeuble. T'aurais pu sauter sur le toit depuis le balcon, hein, je te jure, c'est ce que fait Batman dans la seconde qui suit. Pour se battre et ressauter dans le vide après, écoutez, c'est pas facile pour moi non plus. Chez Shocker, on ne reçoit plus de signal, mais le suprême leader ne s'en fait pas.
Dans le cas où Batman est en danger, il est capable de s'auto-hypnotiser pour ne rien divulguer, ce qui endort les infectés par là même. C'est complètement con. Oh, amigo, si, le diner de Tachibana, vous vous en souvenez, Ruriko interroge ce dernier à propos de Hongo Takeshi. Et elle connaît le nom de Hongo, mais elle ignore qu'il s'agit de l'ami de Tachibana. Mais elle travaille au Amigo à mi-temps, comment elle a fait pour ne jamais le croiser? Prétextant un appel, son patron l'invite à sortir de la pièce avant de donner rendez-vous à son interlocuteur. Mais Ruriko écoute à la porte et compte bien découvrir ce qu'on lui cache. Takeshi est à l'université de Junan, son lieu de travail. Il est justement en train d'étudier le sang qu'il a pu récolter sur une victime, et dans laquelle il détecte un virus sensible, qui réagit à une certaine fréquence sonore. Le virus s'installant dans le cerveau, il devient possible de contrôler l'hôte au moyen d'ondes précises. Et dans la mesure où tout cela est parfaitement nouveau pour les scientifiques, il n'est même pas question de trouver un sérum avant longtemps. Non mais voilà, encore une preuve que les personnages n'existent pas en dehors du cadre. Comment Takeshi ne voit pas Luriko et sa pote là? Y a juste une grille qui les sépare. Je veux bien qu'il ne les regarde pas en face, mais la vision périphérique ça existe, hein. Surtout pour un cyborg. Ce dernier s'en va retrouver Tachibana au Amigo, suivi par les deux femmes, qui ne se questionnent pas outre mesure, hein. Mais alors qu'elles débarquent dans le bureau de leur boss, personne. Juste Tachibana qui leur dit qu'un inconnu est passé par la fenêtre. Il dit quand même à Luriko où est la dépouille de son père, et, quelle chance, Hongo Takeshi y est aussi. Elle le suit jusqu'à l'immeuble désinfecté, où l'y attend déjà Tachibana, surveillant les victimes pour l'instant assoupies. Hongo lui fait part de ce qui lui pèse sur la conscience, notamment le fait qu'il soit le seul à pouvoir vaincre Shocker, ou que Ruriko croit qu'il est responsable de la mort de son père, ce qui est plutôt touchant à vrai dire. Puis prend congé en quête de ses clés de voiture. Tachibana se retrouve seul, et de dos, Ruriko le prend pour Takeshi et l'assomme, génial. En plus c'est ce moment que choisit Batman pour se réveiller, et donc les infectés aussi. L'un d'eux baratine Ruriko pour qu'il la détache, puis l'attaque alors que Takeshi revient et entend son cri. Mais c'est trop tard, elle a été mordue. Et Batman est là, mais qu'est-ce que... Ruriko est infecté, mais sa transformation ne se fait pas attendre. Le chauve cyborg lui révèle que c'est Shocker qui est à l'origine de la mort de son père pour la faire culpabiliser d'avoir accusé Hongo Takeshi à tort et la faire plier plus facilement. Mais Takeshi promet de la sauver, quoi qu'elle eût pu penser de lui par le passé. Les deux cyborgs se mettent d'accord, si Kamen Rider se rend, Batman rend Ruriko saine et sauve. Et pour prouver que c'est possible, il donne le sérum contenu dans ses griffes à une de ses victimes. Encore une fois... C'est débile! Déjà, si le sérum est dans tes griffes, à chaque fois que tu frappes un infecté, tu le soignes, c'est génial. Et surtout, si tu dis précisément à Takeshi où se trouve le sérum, que penses-tu qu'il va se passer? Bah oui, tu te fais péter la gueule et t'exploses dans une mare de sang. Tout le monde est soigné, Takeshi est innocenté, c'est une belle fin. Sauf pour ce dernier, habité pour toujours par la tristesse de ne plus être lui-même, se rattachant à l'humanité qu'il espère encore avoir, au fond de lui. Ces deux épisodes faisaient office de fondement pour ceux à venir, qui adoptent dès lors une structure récurrente, raison pour laquelle je pourrais me permettre d'être plus rapide à résumer certains épisodes. L'épisode 3 met en scène Scorpion Man, avec un costume vraiment chouette en l'occurrence, qui fait courir des prisonniers dans le désert en promettant d'épargner ceux qui le traverseront en moins de 10 minutes. Deux choses à dire à ce propos. Premièrement, vous iriez beaucoup plus vite si vous portiez vos boulets, bande de boulets. Et secondement, il suffisait visiblement d'être trop lent pour être distancé par le peloton et ne pas se faire tuer en même temps que tout le monde. Ah oui, alors attention, gare au terrifiant scorpion en plastique, mangeur d'hommes. Mais un scorpion c'est déjà mortel, pourquoi vous avez besoin d'en faire des anthropophages? Surtout qu'il les tue comme ça, en les désintégrant. Donc même post-mortem, c'est difficile d'en faire un repas. Ah, nous retrouvons Tachibana et Hongo Takeshi en train de tester les compétences de ce dernier en saut et en force de frappe. Et il arrive à détruire un petit rocher. Impressionnant. Toute cette énergie lui provient de l'éolienne à sa ceinture. Mais elle doit tourner très très vite. On apprend à la radio que 10 corps ont été trouvés échoués ce matin. Les 10 corps désintégrés, oui. Alors c'est parti pour mener l'enquête à partir du commissariat. Commissariat duquel sort le survivant de Scorpion Man, justement, emmené par des médecins. Mais quand Takeshi entend dire qu'il connaît Shocker, il prend sa suite. Baston, le caméraman s'amuse, Kamen Rider sauve le pauvre monsieur, comme l'avait prévu Scorpion Man. Qu'est-ce que... T'essaies de faire quoi, là? Tu joues avec ton ombre? Si tu dois tâtonner comme ça parce que tu vois rien sous ton costume, tu peux enlever ton masque, hein, vraiment. C'est pratique, il a une pince d'un côté et une main avec pouce opposable de l'autre pour ouvrir les portes et tenir une fourchette. Dans la chambre d'hôtel du vieux, qu'on peut quand même appeler Ito, la porte s'ouvre et révèle Ayase Goto, une vieille connaissance et motard rival de Hongo. Tu tombes mieux que jamais, on aura besoin de toute l'aide possible contre Shocker.
Sitôt dit, des scorpions attaquent, accompagnés par des sbires qui avaient 1 heure devant eux avant leur cours d'histoire de l'art. Le cadreur prend encore sa caméra pour une boîte à meux et le vieillard se fait tuer. Bon, non mais par contre sérieusement, si le caméraman veut vraiment retourner des trucs, donnez-lui un échiquier. Ouais, au moins ça fera plaisir au Shiromiya. Mais il est complètement défoncé le sbire à droite de Luriko. Attendez, quoi? Luriko a été capturé? Bon bah, Takeshi et Goro prennent leur suite avant de tenter de s'infiltrer dans la base. Mais c'est un échec, puisque ce dernier passe à travers le toit. Il tente de bluffer quand on lui demande où est Kamen Rider, ce qui ne sert à rien, puisque Hongo fonce dans le tas. Goro va pour détacher Luriko, sauf qu'en fait non. Il se met à rire, ôte son masque, et dévoile un autre masque Scorpionman. Ayase a rejoint Shocker, et ce de son propre chef, dans l'unique but de vaincre Takeshi, sans doute par jalousie. Ce qui veut dire, au choix, qu'il ne savait pas que c'était Kamen Rider, et c'est une sacrée coïncidence, ou qu'il le savait, auquel cas... Comment il le savait? Personne ne connaît son identité secrète, à part lui-même, Tachibana, Luriko et l'intégralité de Shocker. Mais quand même! Takeshi et Luriko parviennent à fuir en sautant à travers le plafond papier-bulle et s'engagent le combat du Rider contre les sbires. Mais bien sûr, faire des roulades pour remonter une pente. Et pourquoi n'y avons-nous jamais pensé? Surtout si c'est pour redescendre juste après, putain! Toujours en roulade. Même si, en l'état, j'appellerais plutôt ça des galipettes. Mais qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que vous foutez, putain? Ah bah voilà qui font de la cross-sport maintenant. Puissant terre? Mais qui est... Et comment il les frappe, là, exactement? Bon, Kamen Rider fait un Rider 6 Swords à Scorpionman et il se désintègre. Voilà, c'est gagné. Enfin, gagné. Takeshi a quand même tué une personne qu'il estimait, ce qui ajoute un poids sur sa conscience, qui n'en avait déjà pas spécialement besoin. L'épisode est plutôt basique, et justement, je pense qu'il y a eu là une certaine occasion manquée. Le fait que Ayase soit un cyborg de Shocker aurait pu être d'autant plus destructeur pour Takeshi et marquant pour le spectateur si, par exemple, on avait révélé la supercherie qu'au bout de 2 ou 3 épisodes, le temps qu'on puisse croire qu'il pouvait définitivement rejoindre l'équipe. En l'état, on n'a pas assez le temps de lui accorder notre confiance. Alors la trahison sonne comme un pétard mouillé. Le temps qui lui est accordé est trop moindre, et on n'a jamais l'occasion de saisir à quel point les deux amis avaient pu être proches. On le sait, parce qu'ils le disent, mais on ne le ressent jamais, ni dans l'écriture, ni dans la mise en scène, ni même dans leurs actes. Si, par exemple, Goro ne s'était pas désintégré, mais retransformé en humain à sa mort, que Takeshi avait pris sa dépouille, et que le dernier plan de l'épisode était le Kamen Rider sous forme humaine, qui portait son ami sous forme humaine, avec une variante mélancolique du thème du personnage, ou soyons fous, pas de musique, dos à la caméra, dans un plan large, écrasé par le décor, comme si le reste du monde et la série elle-même faisaient peser la culpabilité de sa mort sur ses épaules. On aurait vécu quelque chose. Un dernier plan et une dernière impression forte, qui ne nécessite aucun budget en effet pratique ou en essence, et qui aurait pu marquer au milieu de cette succession de péripéties qui s'enchaînent épisode après épisode. Mais non, à la place on a juste Takeshi et Luriko à moto, qui quittent la scène, droit vers le prochain cyborg, comme si le précédent était déjà oublié. Et les plans sont purement fonctionnels, et la voix off en rajoute une couche. C'est dommage, mais ne perdons pas espoir, on n'en est qu'à l'épisode 3. Oh bordel de merde, on en est qu'à l'épisode 3. Épisode 4. Un gosse et sa grande sœur visitent une verrière, mais la fille se fait enlever par un cyborg plante de Shocker. Un enfant qui joue mal, c'est désagréable. Un enfant qui pleure, c'est désagréable. Alors un enfant qui joue mal les pleurs, vous pensez que ça s'annule? Voilà, j'ai laissé 5 secondes de silence, normalement les gens ont compris. Mais, comme par hasard, Luriko et son ami passaient par là, et rapportent le témoignage de l'enfant à Tachibana, qui met Takeshi sur le coup. Oui, parce que ce serait la 7e personne à disparaître au jardin botanique. Et le personnel attend quoi pour fermer? Bon, mais quid de ta mère? Ah, elle est partie. Et ton père, il est mort, très bien. Non, pas très bien, bouhou, je pleure. Bon, on va quand même voir chez toi, peut-être que ta sœur t'y attend. Bah non. Et en plus, Takeshi broie les mains du gamin et passe vraiment une journée de merde. T'avais qu'à avoir des parents. Mais par l'avion que l'enfant lui confie, Hongo fait la promesse de sauver sa sœur. Bon, l'avion est pété 20 secondes plus tard par des sbires de Shocker qui prennent la fuite, que Takeshi file, avant de se faire étouffer par leur voiture qui pollue. Ah non, autant pour moi, il s'agit en fait de leur gaz allemand. Mais il a pas du tout été semé, en plus, c'était quoi le but? Le tuer à coup de cancer des poumons? En vrai, ce cyborg a également un costume assez stylé. Sarah Seignan, puisque c'est son nom, a ramené la sœur du gamin à sa base pour... qu'elle voit les tentatives ratées de Shocker de faire un nouveau cyborg. Non, en vrai, elle va aussi servir de sujet test. Qu'est-ce que... C'est moi ou Takeshi a enlevé un sbire pour le ramener dans la maison du gosse. Et comme Luriko lui dit s'il te plaît, bah il parle.
Hongo s'en va donc débusquer Shocker, fait peur aux sbires, rentre dans le caméraman. Vous pouviez couper le plan avant, je sais pas. Bon, et il sauve la fille. Et si Saracenia n'est pas là, c'est qu'il est trop occupé à retrouver le sbire capturé pour l'éliminer en lui broyant tous les os. C'est dégueulasse. Mais Kamen Rider intervient avant que le cyborg n'ait pu s'en prendre aux autres. Baston, et la plante retourne bouffer du chlorophylle. Comment ça? C'est pas comme ça que ça marche. Genre, vous savez comment fonctionne un cyborg? Les deux adelphes se retrouvent, joie, sauf pour Takeshi qui est toujours seul. On est typiquement dans l'épisode qui n'amène pas grand-chose. Certes, c'est l'occasion une fois de plus d'illustrer la tristesse et la solitude de Hongo Takeshi en le mettant en perspective de ce frère et cette sœur qui sont respectivement tout ce qu'il reste à l'autre. Mais là encore, on reste plus en surface, avec un narrateur qui nous le dit à la place de la mise en scène. Qui plus est, il y aurait eu une sacrée carte à jouer, quitte à ce que la série choisisse une structure monstre de la semaine, avec un nouvel antagoniste tous les 1 ou 2 épisodes, on aurait pu intégrer ça à la psyché de Takeshi, que chaque rencontre que cela augure, que chaque personnage qu'il sauve et qu'il ne reverra jamais, soit tout de même gravé dans sa mémoire. L'avion que lui a donné le gosse dans cet épisode, par exemple, aurait pu être un marqueur assez fort pour illustrer le fait que Takeshi ne peut pas rester, qu'il est forcé d'aller de l'avant, tant parce que Shocker sévit toujours, que parce que le Rider deviendrait fou s'il venait à s'attacher à des personnes qui finissaient par mourir. Ainsi, on aurait pu le voir réparer l'avion en recollant son aile, signe qu'il a réuni cette famille, mais ne peut pas l'emmener avec lui parce que la charge serait trop grosse. Nous reprendrions alors l'idée du plan large avec un Takeshi de dos qui s'en éloigne, parce que ça reste efficace pour une fin d'épisode, mais avec l'avion au premier plan, qui occupe une bonne partie du cadre, bien plus que Hongo. On infuserait alors dans le plan cette idée qu'il n'y a pas la place pour Kamen Rider lorsque tout va bien. Il n'intervient qu'en cas de crise, pour résoudre un problème, et donc pour se rendre inutile. Jusqu'à la prochaine fois. Tragique paradoxe que voilà, lorsque le sens que la vie nous donne est de se broyer soi-même dans la solitude, sous prétexte que l'on sauve le monde. Épisode 5, qui commence dans un centre d'études des tremblements de terre, et cette personne s'est transformée en guirlande de perles tuée par ce cyborg menthe religieuse qui a aussi une main pour ouvrir les portes. Dernièrement, la fréquence des tremblements de terre s'est accentuée, à un point où Tachibana et Takeshi s'en inquiètent, d'autant qu'une sismologue reconnue a disparu. Ah oui, c'est une amie d'enfance de Takeshi, comme par hasard. Celui-ci mène son enquête et remonte jusqu'à Shocker, parce qu'il est très fort. Non, parce que Shocker sont très nuls surtout. Mais il tombe dans un piège avec une bombe sur le point d'exploser. Et elle explose. Et c'est le souffle de l'explosion qui le transforme en Kamen Rider et qui le sort du trou. Quand je dis que les pires ennemis de Shocker, c'est Shocker, je vois pas trop quel exemple ajouter. Ça fait ce son, une menthe religieuse. Ah bah non, les sbires étaient cachés dans les buissons. On s'en défait et on se casse avec la sismologue. Mais alors qu'elle reprend connaissance, Mantisman apparaît, plus effrayant que jamais, puisqu'il a maintenant des lumières qui clignotent derrière les yeux de son masque. Ruriko tente de s'enfuir, mais... Attends... Quoi? Remettez le plan. Non mais c'est pas possible, mais... Est-ce qu'elle s'assomme toute seule en se frappant la tête contre l'étagère? Bon, je soupçonne que Mantis devait la frapper pour qu'elle soit projetée et que ce soit de cette manière qu'elle perde connaissance, mais les acteurs se sont mal synchronisés, et le monteur n'a pas cru bon d'ajouter un bruit de coup. Donc, on a vraiment juste un bonk quand elle se cogne elle-même contre l'étagère. C'est ridicule, et elle passe vraiment pour la dernière des débiles. Et la sismologue était en fait hypnotisée par Shocker et assomme Takeshi, le cyborg qui peut broyer des mains d'enfants, mais qui ne résiste pas à un petit coup de lampe en bois sur l'épaule. Attendez, mais il y a combien de sous-sols dans cette putain de base? On en voit 13 dans l'ascenseur, on en devine 14, et comme ça se poursuit en dehors du plan... Il y en a sans doute plus. Ah oui, et du coup, le plan de Shocker, c'est de créer un giga tremblement de terre pour détruire le Japon. Mais qu'est-ce que vous allez conquérir si vous réduisez le pays à néant? Heureusement, Takeshi est là, et il a pensé à tout, notamment à mettre un traceur sur son amie d'enfance, au cas où elle était bien sûr manipulée par la terrible organisation. Terrible dans le sens nul à chier, hein. Là, par exemple, Mantisman amène directement le Kamen Rider à la base. Le concept de semer, non. Bon bah, du coup, Takeshi gagne, enfin L'autre est sauvé, là, et on ne la reverra jamais, enfin. Pas de fil rouge dans cet épisode, ni même d'impact sur la santé mentale de Hongo, semble-t-il. Le seul intérêt de l'épisode est le fou rire qu'il a provoqué lorsqu'on a découvert en vocal sur Discord la scène où Ruriko s'assomme, et on peut commencer à trouver une intention des créateurs de donner un cri plus distinct au cyborg de Shocker. Mais celui de Mantisman n'est ni le plus drôle, ni le plus marquant. Épisode 6, le caméléon de la mort, déjà ça donne la couleur, PTDR, une galerie d'art, un ancien SS, un cyborg caméléon, qui a deux mains pour ouvrir une porte? Mais comment va-t-il choisir? Ah mais là il a possédé le conservateur, c'est pas comme ça que ça se camoufle un caméléon. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est un cyborg de Shocker.
Et alors? Bah tu peux pas dire du coup, hein. Tu t'es déjà fait mordre par un cyborg de Shocker. Oui. Je sens comme un pattern qui se répète. Oui. Par contre, mec, t'es grillé si tu peux que te déplacer comme ça. Mais tiens, Lolico, sa pote et l'employé du Amigo passaient par là, comme par hasard. Et remarque que le curieux personnage a 2 ombres. Et ça, c'est stylé. Peut-être parce que ça me rappelle un épisode de Doctor Who écrit par Steven Moffat aussi. Si Chameleon Man a possédé l'ancien Zani, c'est pour lui faire cracher l'emplacement du trésor de Rudolf Alter. La carte étant planquée dans ce bateau-là. Bah oui, c'est celui que Takeshi vole parce qu'il était caché derrière le rideau de la fenêtre. Celui-là même. Et comment t'as retrouvé la trace du conservateur? Salut petite. Tu vois, là ton papa a disparu avec les méchants, alors je vais te prendre ton bateau et te laisser toute seule. La carte cachée dans la maquette mène à une grotte qui vient d'être découverte, comme par hasard, et stop! J'aimerais qu'on se concentre sur ce plan. Histoire que vous puissiez en faire une capture d'écran à ressortir dans un échange sur internet, accompagné de la légende à la recherche de ton avis de random. Takeshi trouve une boîte, et au moins là on est sûr qu'il ne s'est pas trompé. Bagarre, parce qu'il faut bien que bagarre à un moment, mais on notera que ça change un peu de jusque-là, puisque les sbires ont désormais des bâtons télescopiques, que Kamen Rider ne se gêne pas à leur subtiliser pour les retourner contre eux. La boîte n'a pas de couvercle, mais le collègue scientifique de Hongo assure trouver un moyen de l'ouvrir, alors Takeshi et Ruriko prennent congé et repartent en taxi. Sauf que surprise, le chauffeur n'est autre que Chameleon Man, qui enfume les 2 passagers avant de les déposer inconscients sur une voie ferrée. Stop! Encore une capture! Bien sûr, Takeshi se réveille, brise ses entraves et sauve Ruriko. Encore une fois, la faute à Shocker qui n'a toujours pas noté sur un bout de papier que des chaînes ne lui résistent pas. Plusieurs heures plus tard, à minuit passé, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre temps, mais si on commence à partir dans les problèmes de temporalité, on n'est pas rendu. C'est Tachibana et Shiro, le barman, qui s'occupent de garder la boîte. Mais le cyborg caméléon lui subtilise jusqu'à ce que surgisse Takeshi qui assomme un des sbires pour lui prendre son costume. Oh là là, mais ils ont tous l'air de se faire giga chier là, et même Chameleon Man est à l'arrière. Ce savoir-faire pour décrédibiliser l'antagoniste à chaque instance, c'est presque poétique. Il passe d'autant plus pour un con lorsque le chef suprême lui signale la présence d'un intrus dans son équipe et qu'il piège Takeshi. Le pauvre cyborg, il est juste là, je quoi? Et c'est le premier épisode à finir sur un cliffhanger. Super barré sur image. Enchaînons directement avec le 7, je traiterai les 2 en une petite conclusion. Non, fais pas genre que t'avais tout prévu, tu savais même pas qu'on t'avait suivi. Pris au piège sans possibilité d'en réchapper, Kamen Rider négocie. Parce que ouais, il avait prévu une issue de secours, au cas où, en laissant au laboratoire une fausse boîte. Oh mais putain, mais c'est quoi ce concours de coups d'avance nul? Wow, cela dit, c'est toujours mieux que la Casa des Papel. Hein, quoi, vous avez dit quelque chose? Non mais en plus, on voit tellement qu'elle a un couvercle, cette boîte, comment le spécialiste de Shocker qui est censé savoir comment elle s'ouvre ne l'a pas remarqué? Du coup, le leader suprême libère Takeshi, et celui-ci pète la gueule à ses geôliers et se barre. Ah bah, j'espère que vous êtes satisfait de cette résolution de cliffhanger. Bah, ça fera au moins une personne. Ah oui, puis le conservateur est sauvé, aussi. Ça nous permet d'apprendre que les trésors d'Alter, c'est genre l'héritage des philosophes. Vous pensez que Kojima aime Kamen Rider? Bah, du tokusatsu à Metal Gear, il n'y a qu'un pas, et ce sont les mechas. Super! Lolico passait par là, comme par hasard! Elle dit qu'elle nous a suivis, mais à un moment, on n'est pas dupe non plus. Ça reste une sacrée coïncidence qu'elle se retrouve sur la même route dans la mesure où on est passé par le toit d'une cellule de la base de Chameleon Man pour sortir par le lac. On lui choure sa moto en plus. Allez, tu vas à Osaka à pied, ça t'apprendra à nous accuser du meurtre de ton père. Et par contre, toi, tu vas lâcher ces jumelles tout de suite, sinon je les fais bouffer et on va voir à quoi tu ressembles quand t'as la couleur d'un télescope. Ah mais c'est fou, Tachibana et Luriko sont meilleurs en camouflage qu'un caméléon. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est un cyborg de Shocker. Elle en est où ta rétrospective sur Saven déjà? Ça mec, ça c'est pas cool. Stop! Capture. Image à ressortir, blablabla, c'est bon? Bah, vous avez été trop long, les alliés de Takeshi ont été enlevés et la vraie boîte avec. Boîte qui est vide. Parce qu'en fait, ils ont déjà réussi à l'ouvrir. Non mais c'est même plus un concours, ils s'amusent juste à humilier Shocker, là. Bon, au moins, ils ont des otages pour procéder à un échange. Échange qui tourne mal, pourrions-nous dire. Mais retenez simplement que bagarre... Non, le retour du caméraman qui vise son trépied pendant que ça filme. Et surtout... Attends, quoi? Takeshi ne peut pas se transformer... Il peut pas se transformer parce que Lolico saurait pour son identité secrète? Mais elle le sait pas depuis l'épisode 2? Elle croit que c'est Hongo en civil qui a infiltré la base ennemie pour sauver le père de la gamine? En traversant un plafond qui n'était même pas en papier bulle? Elle ne s'est jamais posé de questions quant à cette volonté qu'a Shocker d'en finir avec lui. Et elle croit que Tachibana c'est qui pour Kamen Rider? Non mais Takeshi, si elle a toujours pas compris à ce stade,
Tu peux très bien te transformer devant elle qu'elle ne fera même pas la connexion. Du coup, il se fait jeter par-dessus bord et c'est l'air qui le percute dans sa chute qui réalimente sa ceinture de manière à ce qu'il puisse se retransformer. Encore une fois, Shocker va perdre à cause de Shocker. Et là, quand Takeshi va revenir auprès de Luriko qu'il a vu faire une chute mortelle, elle va pas se poser de questions? Bon, on aura oublié d'ici là en vrai. De toute façon, le Rider est laissé pour mort, visiblement. Caméléon Man et consorts se rendent à l'emplacement indiqué par la carte, où ils déterrent un cercueil dans lequel se trouve bien sûr... Bah, qui d'autre? Et attendez. Même si on ignore le fait que Takeshi est parti après eux mais est arrivé avant, quelqu'un peut m'expliquer comment il a rebouché la tombe depuis le cercueil? En tout cas, il a balancé le trésor à la flotte, alors il n'y a plus qu'à mettre une raclée au cyborg. Et à la caméra? Ah donc je suis pas le seul qui l'emmerde. Et comme à son habitude, Hongo prend congé alors que tout le monde fête les retrouvailles de la fillette et de son père. Dans un premier temps, je dois bien avouer que cette première tentative de double épisode ne m'a pas spécialement convaincu. De manière générale, un des plaisirs que l'on peut tirer de la série provient de la découverte à chaque épisode d'un nouveau cyborg à combattre, de son design, de ses attaques, de son cri. Ainsi, lancer l'épisode 7 en connaissant déjà l'antagoniste, pour l'avoir vu en mouvement, n'apporte pas ce frisson de la découverte, qui est malheureusement un des plus gros points forts de cette série. Et ce n'est pas le cliffhanger, au demeurant trop superficiel, qui nous encourage à démarrer le second épisode avec entrain. De surcroît, rien dans le script n'est revu pour s'adapter à ce format de 40 minutes au lieu de 20. On n'en apprend pas plus sur Shocker, et certainement pas sur Caméléon Man, alors que ça aurait été l'occasion, tout comme le conservateur et sa fille restent complètement plats. Les enjeux n'ont pas plus d'ampleur non plus, puisqu'au lieu de déployer une histoire mettant véritablement en difficulté le Rider et qui justifierait un double épisode avec le cliffhanger en guise de premier acte et une remontée puis une victoire suite à un gros climax, on enchaîne plutôt les péripéties peu engageantes avec un tel qui se fait capturer mais sauvé, puis une telle qui se fait capturer puis sauver, puis les deux qui se font capturer, enfin, vous voyez bien que c'est chiant, d'autant plus que ça ne permet pas, en outre, de créer une tension dramatique palpable. Et je ne demande pas du tout à ce que ça parte en giga effets spéciaux de la mort qui repousseraient les limites techniques et technologiques du 7ème art, hein. Je pense même à quelque chose de beaucoup plus intimiste. Écoutez plutôt. Caméléon Man est capable de prendre possession de ses victimes, ce qui est représenté par ces deux ombres. Alors quitte à ce qu'il puisse faire ça, mettons par exemple que posséder quelqu'un permet d'accéder à ses souvenirs, à ses pensées. Partant de là, imaginez qu'en fin d'épisode 6, au lieu de tomber dans un piège complètement nul, Kamen Rider se fasse posséder. Il a vu la carte, l'a sans doute retenue, c'est logique que Shocker mette en place ce stratagème. Les 3/4 de l'épisode 7 seraient alors consacrés à, d'un côté, Ruriko et Tachibana qui tentent de retrouver Takeshi, et qui ne peuvent bien sûr pas rivaliser avec les sbires de Shocker, puisque les deux personnages ne sont que des humains, et de l'autre, Hongo qui lutterait contre le cyborg caméléon dans sa tête, l'occasion de proposer un décor éthéré ou torturé, et surtout de mettre le Rider face à ses démons, la solitude, la dépression, le renfermement sur soi, et ce dans une lutte douloureuse qui le mènerait à considérer l'amitié, l'amour, et à accepter les mains qu'on lui tend. Ces thèmes sont universels, et un enfant, le public ciblé par ce programme, saura vivre avec son héros cette épreuve nouvelle. Cela aurait pu amener à de solides idées de réalisation, telles que des plans décentrés, débulés, pour représenter le déséquilibre qui se joue chez Takeshi, un montage alterné entre le Rider et Tachibana et Ruriko, pour donner du rythme autant qu'un sentiment d'urgence, et mettre au même plan les trois protagonistes le temps d'un double épisode s'accorderait parfaitement avec cette idée que chacun a son rôle à jouer. Le tout aurait pu se conclure non pas sur un combat, mais sur un dernier échange entre Kamen Rider et Caméléon Man, l'arme de ce dernier se retournant contre lui, le poussant à se souvenir de ce qu'il était avant d'être transformé en cyborg par Shocker. Son dégoût et sa peur de lui-même le pousseraient alors à s'autodétruire, alors que Takeshi tente de l'arrêter, mais en vain. Il aurait alors conscience d'être bien entouré, mais d'être au fond toujours seul. Seul à pouvoir mettre fin aux agissements de Shocker, là où il aurait pu s'associer à ce nouvel allié de quelques secondes s'il avait tenu le choc comme Hongo le fait jusque-là. Le déchirement qu'il vit en voyant le père et la fille réunis, puis ces deux chiots, ne ramènerait non plus à sa solitude absolue, mais relative à ce qu'il est, un cyborg, conscient d'être un cyborg. Pas grand-chose à dire sur l'épisode 8. Il met en scène Bee-Woman, donc la première femme cyborg de la série, mais son costume est assez foireux, notamment au niveau des couleurs, il fait vraiment bas budget, et elle-même ne s'impose jamais comme une antagoniste mémorable. Dommage, le fait qu'elle se batte au fleuret pour représenter son dard, c'était pas bête. Le scénario de cet épisode tourne autour de lunettes qui hypnotisent les gens. Ah bah t'as de la chance gamine que Takeshi fasse une sieste précisément dans ce parc, comme par hasard. Maman, c'est quoi ce mouvement de tête?
Ah mais, c'est pas de bol. La fine équipe de l'Amigo mène l'enquête. Ruriko se fait capturer, enfin c'est elle-même qui se capture du coup. Mais Kamen Rider sauve tout le monde, il Rider kick la méchante qui se décompose, tout le monde est content, sauf Takeshi, condamné à faire vrombir son moteur pour camoufler le bruit de ses larmes. Les épisodes 9 et 10 mettent de nouveau en scène un même antagoniste, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'un double épisode. Cobraman, puisque c'est lui, est vaincu dans l'épisode où il apparaît. Nom de Dieu ce costume! Mais il est même pas fini là, on dirait qu'il s'est collé du papier mâché sur la gueule avant de se barbouiller de peinture jaune. Ah, et il a une main pour ouvrir les portes. Il se fait bolos par un chien aussi. Puis il attaque un enfant, mais Takeshi passait par là, comme par hasard, et le sauve. Ah, et on en est à un point où même Tachibana est capable d'entrer dans une base de choqueurs, donc c'est vraiment un putain de gruyère. Et je disais donc, Cobraman meurt à la fin de l'épisode et Kamen Rider lui apporte des fleurs. Non, pardon, ça c'est le chien. Attends, quoi? Le chien est mort? Mais donc il revient dans l'épisode 10, Le chien? Cobraman. Oh. Et oui, et cette fois il est remodelé. C'est un peu... Enfin, ça sonne pas comme un aveu que le costume précédent n'était pas fini. Attendez, et l'Amigo a changé de place? C'est plus la même enseigne, et elle est plus au même endroit, comme la porte. Où Tachibana possède une chaîne de restaurants. Bon, en tout cas, Cobraman est de nouveau vaincu, ce qui nous fait une belle jambe, puisque cet épisode n'est pas spécialement intéressant, ne serait-ce que pour divertir, et ce pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans de précédentes conclusions. Épisode 11, est-ce que Shocker a accroché des portraits de ces cyborgs tombés face à Kamen Rider? Qui les a peints? Parce que c'est très joli. Et Geba Condor, l'ennemi de cet épisode, a été fabriqué en cumulant toutes les forces de ses prédécesseurs. Il a 7 gueules, et il boit le sang de jeunes femmes aussi. La première étant trouvée dans une église lors d'un mariage, alors que cette vieille nous tape son plus beau solo à l'orgue là. Gebra Condor se lève alors et... Arrête. Je sais pas ce que tu fais, mais tu arrêtes. Et pourquoi les sbires applaudissent? Le mari de la seconde célébration, Taki, est un pote de Takeshi et Tachibana. Comme par hasard. Un jour, un ami m'a demandé... Si aux États-Unis on jette du riz sur les mariés, est-ce qu'au Japon on jette des hamburgers? Eh bien, j'ai ma réponse. Et elle est décevante. Maintenant, vous voulez un tour de magie? Alors, il y a la mariée dans le sidecar, on fait un simple cut et... Tada! Remplacé par Geba Condor. Stop! On refait une capture d'écran. Et donc c'est à ce moment que Kamen Rider arrive pour botter le cul du cyborg qui peut se téléporter. Alors pourquoi tu le fais pas, putain de... Oula, faut qu'il atterrisse sur ses pieds là, sinon... ça va, tu veux de l'aide? Tachibana ne parvenant pas à joindre son ami, il prend les devants en comprenant que l'église est louche. La troupe organise un faux mariage, Tachibana avec une moustache épouse-moi s'il te plaît, et ça marche, Shocker tombe dans le panneau. Il sait vachement bien se battre le marié là, Taki. Takeshi ressurgit, recombat Geba Condor, et je te jure que courir c'est plus rapide mec, pour lui exploser la gueule en vol avec sa moto. Fin heureuse, blablabla, mais vous aurez remarqué qu'on ne voit quasiment pas Hongo Takeshi en civil de l'épisode. Cache-t-il quelque chose? Non. En fait, lors du tournage de l'épisode précédent, Hiroshi Fujioka, donc l'interprète de Takeshi, s'est blessé en tombant de sa moto, et sa mobilité a été particulièrement réduite. Dans le costume, ce n'est plus lui, et les scénaristes ont dû faire en sorte de le sortir des protagonistes le temps de trouver une solution. Cela dit, ça donne un petit cachet à l'épisode, puisque ça rend ses apparitions d'autant plus précieuses, tout en questionnant le spectateur. Pourquoi prend-il ses distances avec Tachibana et Ruriko? Il n'y aura pas de réponse, hein, mais quand on l'ignore, ça apporte un intérêt supplémentaire. Un mystère qui s'entretient sans se révéler à la fin. Et là, on a envie de savoir la suite. Épisode 12, ce costume? Non mais, regardez ses yeux, on est censé le prendre au sérieux? Non mais même son cri, on dirait qu'il a le vertige. Et Yamogeras, c'est son nom, commence par se faire péter la gueule par un civil avant de le transformer en polystyrène pour le balancer d'un pont. Non mais il a vraiment l'air complètement défoncé. Takeshi et Ruriko font la course, ils tombent sur un enlèvement par Shocker, comme par hasard, et est-ce que Hongo s'est transformé à côté de Ruriko? Bon, elle le regardait pas, elle va pas comprendre. Non mais pardon Yamogeras, je voulais pas te vexer. De toute façon, il vole quand même l'invention. Et il fait du toboggan, putain mec. Non mais, même les bruitages et la manière dont il court le rendent ridicule, c'est sûr que c'est volontaire. Le laser convoité par Shocker est construit, il tend un piège à Kamen Rider pour le tester sur lui, mais heureusement que Ruriko est là pour balancer le sarcophage de polystyrène dans le vide, ce plan est magnifique. Yamogeras rate son tir et détruit une usine. L'arme était orientée vers le bas, comment on peut à ce point mal viser? Pour ensuite se faire cramer par sa propre machine, mais c'est pas possible, il aura pas eu un seul plan pour lui, le pauvre. Quand on y regarde de plus près, les images où l'on voit Takeshi sont soit du stock, soit une doublure de dos ou de loin. À mon premier visionnage, je ne savais rien de l'accident, et je n'y ai vu que du feu. La supercherie est donc efficace. Et quand on le sait, ça se remarque, bien évidemment.
Le rider qui prend ses distances, c'est intéressant. Il se considère comme un poids, tente de s'isoler, et par ce fait s'autodétruit. C'est d'autant plus intéressant de mettre les épisodes 11 et 12 en perspective de l'épisode 13. L'épisode 13 qui est le dernier qui nous intéressera pour cette vidéo. Alors pourquoi dis-je cela? Découvrons-le de rechef. Épisode 13, est-ce qu'on ne retrouverait pas Batman par hasard? Assisté par Scorpion Man pour infiltrer un labo de recherche sur l'énergie atomique. Sans succès, parce que votre plaisir de les revoir ne doit pas vous faire oublier que ce sont des grosses tanches. Le leader de Shocker n'est pas content parce que la branche japonaise est en retard sur sa conquête du monde par rapport aux branches européennes et américaines. Mais si le but c'est de conquérir le monde, qu'est-ce qu'on s'en branle qu'une des branches soit plus avancée? C'est pas une bonne nouvelle? Ou alors, vous vous faites concurrence? Mais dis que c'est débile! Bon, du coup, pour passer la barrière électrique, il déploie les grands moyens, la balle de destruction de barrière. Eh ben, ce sont les scientifiques qui ont construit ce truc qui doivent être contents d'enfin lui trouver une utilité. Parce que c'est vachement spécifique comme arme quand même. D'autant plus lorsque l'on sait qu'il faut 20 mètres entre le tir et l'impact pour que ce soit efficace et que la balle pèse 5 kilos. Et aucun cyborg ne peut effectuer un tel tir. Manquerait plus qu'il soit compétent. Du coup, faut en fabriquer un nouveau avec comme base humaine un joueur de football. Et c'est Chameleon Man qui est chargé de l'enlever. Et comme il se fait casser la gueule, bah c'est Spider-Man qui prend le relais. Eh, donc Taki devient un personnage récurrent de la série? Je me disais bien qu'il se battait trop bien pour être un random. Il s'interroge sur l'attaque du labo relatée dans le journal, et Tachibana lui fait savoir que Takeshi est sur le coup. Ok, donc le pro du ballon sera Lizardman Tokagero. Oh là là, mais on dirait une contrefaçon de Godzilla. Loriko et Taki filent des types suspects jusqu'à une baraque que ce dernier infiltre en sautant par-dessus... Quoi? Mais c'est un cyborg aussi, c'est pas possible. Quoique vous me direz, si les civils ont aussi des super pouvoirs, c'est logique que Loriko n'ait toujours pas compris que Hongo est Kamen Rider. Dans la bâtisse, des statues grandeur nature des cyborgs de Shocker. Non mais vous bougez là. Tentative de meurtre, sauvetage par Kamen Rider, qui perd, ouais. C'est à la limite du désespoir, mais motivé par son mentor Tachibana, que Takeshi élabore une nouvelle technique capable de venir à bout du Godzilla laborieux, le Lightning Rider Kick. Ah, flash spécial, Taki est du FBI. Bah super. Attendez, le FBI connaît l'existence de Shocker? Attention, le joueur cyborgo-japonais est seul face au cage, il prépare son tir et le foire complètement. Ah non, il est sauvé par la magie du montage, quel esprit d'équipe! Mais c'était sans compter sur le favori de l'équipe adverse, Kamen Rider. Attendez, on a le droit d'amener sa moto sur le stade? Qui renvoie la balle à la main? Mais ça joue pas du tout au foot là, pourquoi on m'a appelé? Mais alors pourquoi on se fait chier à vous combattre? Pourquoi vous vous faites chier à nous combattre? Oh attendez, on va essayer un truc. Eh les gens, Antoine Daniel autorise les cosplays à monter sur scène pendant sa conférence. Et hop, c'est une fin de tournage pour Scorpion Man. On peut le laisser là, hein. Bon, bah voilà, tous les anciens ennemis sont à terre, ne reste que Lizardman qui retente un tir... Non mais c'est de pire en pire. Le Rider lui renvoie et elle lui pète dans les mains, c'est gagné. Taki, Tachibana et Loriko le félicitent et depuis quand vous étiez là, putain? C'est ainsi que se conclut l'arc de Takeshi Hongo, avec détermination et confiance. Et oui, une page se tourne, et pas juste parce que la série a dit que la semaine prochaine verrait l'apparition d'un nouveau Kamen Rider. Sous ces airs d'épisode fanservice qui fait revenir tous les méchants combattus jusqu'alors, cet épilogue signe la fin de la route, ou devrais-je dire du tour du circuit, car c'est bien une boucle qui se voit bouclée par ce procédé. Hongo Takeshi a gagné en force et en maturité, de sorte à ce que les menaces principales des 12 précédents épisodes sont ici réduits à de simples sbires en fait. Et c'est assez fort, significativement parlant. Alors, je ne suis pas dupe, c'est très probablement dû au format 24 minutes qui rend impossible un temps d'écran convenable pour 11 cyborgs, d'autant plus quand il y en a un nouveau à présenter dans le lot. Mais, bon gré mal gré, c'est ce que l'épisode propose en fin de compte, quelles que soient les intentions initiales. Ainsi, le sentiment d'un arc qui se conclut est réel. Takeshi a saisi ses forces, a accepté son destin, mais pas en y succombant, plutôt en le prenant en main. Par ce fait, il comprend ce qu'il vaut, que les autres ont besoin de lui, et va donc s'émanciper du joug du Shocker japonais, sous-entendu de la série Kamen Rider, pour aller mener une lutte tout aussi importante, mais qui ne vaut plus la peine d'être racontée de cette manière. Oui, c'est effectivement la situation compliquée de Hiroshi Fujioka qui amena cette décision, mais de la contrainte naît l'idée, et peut-être que sans cela, et donc sans cette décision de remplacer le premier Kamen Rider, la série n'aurait pas pris cette direction et se serait achevée prématurément. Je ne dis pas que l'accident était une bonne chose, attention. Je dis que, suite à cet événement qui a eu lieu, et auquel personne ne pouvait rien faire, de bons choix ont été faits. Et c'est à souligner. En conclusion, j'aimerais remettre les idées que j'ai survolées plus en ordre de sorte à les synthétiser. Vous retrouverez cette démarche dans la version courte de la vidéo, qui est sortie en même temps que celle que vous visionnez présentement.
Et si vous ne voulez pas la voir, eh bien je vous dis à la prochaine, avec bien sûr l'intention de découvrir ce Kamen Rider pour la suite. Salut.